Bonjour tout le monde, bienvenue au 5e épisode du podcast L'État financier. Donc toujours cette semaine, je suis en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut JP, salut tout le monde. Et un peu comme vous l'avez probablement marqué là, dans nos derniers podcasts, on maintient un peu notre structure. Là. Donc cette semaine, nos deux segments permanents comme à l'habitude. Donc on amorce ça avec Au son de la cloche, puis notre segment Dans vos poches. Cette semaine, on va faire ça un petit peu différent. Donc, vous allez voir, on va peut-être entamer certains sujets qu'on aime bien, plutôt qu'embarquer dans des informations... si on peut dire plus poussé sur les marchés et même la finance personnelle. Donc on va y aller plus avec une petite discussion ouverte sur des sujets qu'on a à cœur. Ouais, puis c'est vrai que ça va être original par rapport à ce qu'on a fait les semaines précédentes. Notre section de cette semaine, je dirais, plus au son de la cloche, elle va se dédier sur un sujet spécial, là, ça va être dans quelques instants. Évidemment, comme on fait à chaque fois, évidemment, on va faire le petit disclaimer, faudrait pas l'oublier. Alors, on n'oublie pas évidemment de ce qu'on parle aujourd'hui. Il s'agit d'une discussion, de nos opinions, un reflet de nos opinions personnelles. Il ne s'agit pas d'une recommandation professionnelle ou d'une recommandation personnalisée à votre situation. Moi, je vous invite, si tel est le cas, comme on l'a dit toutes les semaines précédentes, à consulter tout simplement un expert, un conseiller financier, etc., qui pourra vous déterminer avec vous les meilleures options et les meilleurs types de placements adaptés à votre situation. Exact. Donc, amorçons ça en force avec le premier segment Au son de la cloche. Excellent. Donc, comme on vous l'avait dit, là, plutôt encore une fois cette semaine, les marchés sont tranquilles. On est tous bien contents de ça. Heureusement, finalement. Et justement, là, pour éviter de devenir un peu redondant là, à parler de la situation au niveau des bourses là, quand c'est très stable, on va encore une fois cette semaine embarquer sur un sujet qu'on aime bien, un peu différent d'habitude, là, plutôt que parler d'une thématique ou d'un concept de finance de marché. On va embarquer sur un sujet, là, un scandale, si on peut dire, là, qu'on aimait bien, qui date du début, fin des années 90, début des années 2000. Ouais. Gab en connaissait beaucoup là-dessus et c'est un peu pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Donc puis c'est un cas d'école, en fait, de façon générale. Là, quand vous lisez les journaux, souvent on entend parler de la bulle Internet, évidemment de la crise des subprimes, la crise des années 30. Mais moi, il y a un scandale que j'aime beaucoup, puis qui est extrêmement complexe en fait. On aura de la difficulté à vous expliquer tout en détail, parce que nous-mêmes, pour nous, c'est assez complexe. Il s'agit du fameux scandale Enron en fait. Si tu le permets, JP, moi je vais commencer un peu par... On se peut introduire la compagnie peut-être et les bases du scandale. Exact. Le scandale Enron, je dirais, en fait, ça débute en fait au début des années 90, comme tu l'as dit. Enron, en fait, c'est une compagnie à l'origine qui était en fait une compagnie pétrolière, qui était à l'origine issue en fait de la fusion, si je me souviens bien, de deux compagnies texanes, si je me souviens bien, pétrolières. Puis cette boîte-là, en fait, Enron, durant toute la décennie des années 90, était considérée comme une des entreprises les plus innovantes, en fait, au monde. C'était une des entreprises aussi qui performait le mieux à la bourse de New York. Puis cette boîte, donc, faisait évidemment comme ses prédécesseurs, du pétrolier, mais c'est ça qui était assez innovant, en fait, avec Enron. À l'époque, même les journalistes spécialisés, les analystes financiers avaient de la difficulté à savoir exactement comment Enron faisait de l'argent. Leurs revenus et puis leurs profits étaient toujours en pleine croissance. On sait qu'ils avaient quand même beaucoup d'activités de trading, puis de, sur les commodités. Donc, les commodités, on le rappelle, c'est tout ce qui est les matières premières, donc c'est le pétrole, le gaz, les matériaux, donc c'est l'argent, le cuivre, etc. Donc c'est ça les commodités. Puis Enron avait beaucoup en fait d'activités là-dessus, mais c'était très opaque et c'est là justement, je pense, que commence en fait le problème. Exact, parce que c'est ce qui est intéressant, comme Gab le dit, Enron, on voit pas beaucoup des compagnies de nos jours qui vont si on peut dire, se démarquer non pas seulement pour leur principale activité d'exploitation qui était l'exploitation pétrolière là, au niveau d'Enron, mais le fait qu'il y avait des revenus justement au niveau des instruments financiers, de leur capacité de trading, c'est un peu une espèce de mix entre une corporation classique et une espèce d'entité d'investissement, une espèce de banque d'investissement. Et c'est ce qui était particulièrement compliqué dans les années 90 et 2000 pour les investisseurs de comprendre ce qui se passait derrière Enron. Et encore une fois, comme Gab l'a introduit, là, avant que je parle un petit peu plus des bases du scandale, c'était très très performant dans cette période-là, mais il n'y avait aucune réelle manière de comprendre ce qui se passait en arrière des murs d'Enron. Ouais, puis ce qui était assez étonnant, en tout cas, Enron, le personnage clé de notre histoire d'aujourd'hui, en fait, s'appelle Monsieur Kenneth Lay.
qui était en fait le CEO depuis la création en fait d'Enron jusqu'à, on va vous spoiler, jusqu'à sa faillite en fait, 2001. Au début des années 2000. C'est ça. Kenneth Lay était, en plus vu vraiment par le Wall Street Journal, puis par vraiment la presse internationale en fait financière, vraiment comme un gars hyper compétent, puis sachant diversifier vraiment son entreprise, puis vraiment je pense que c'était je sais plus si c'était je pense que c'était Fortune qui avait décrété en fait que Enron était vraiment la compagnie la plus innovante 4 années consécutives. Alors c'était vraiment tous les planificateurs et puis les conseillers financiers de l'époque recommandaient en fait Enron dans un placement. Donc c'est ça qui a rajouté en plus de l'eau dans le vin en fait dans le fameux scandale Enron. Et ce qui a amené, si on peut dire, tout ce scandale-là, c'est important de le rappeler, c'est que certaines personnes ont commencé à s'intéresser et à tenter de comprendre un peu plus les états financiers et de comparer ça avec les opérations réelles de la compagnie. Dans le but justement d'essayer de mettre une explication sur cette performance financière-là qui était constante et qui était vraiment en grande croissance. Et c'est là où certaines personnes ont remarqué des failles assez majeures au niveau des écritures comptables, au niveau de la présentation, si on peut dire, dans les états financiers, étant donné que c'était une société publique. Ils ont remarqué là, effectivement qu'il y avait des manipulations qui étaient parfois peut-être très proches de la légalité. C'était un peu un flou à cette époque-là, le domaine de l'audit, le domaine de... C'était pas aussi structuré qu'on le connaît de nos jours. Ouais, on le rappelle, c'est sûr, pour nos auditeurs, les entreprises publiques, comme l'a dit JP, elles sont ce qu'on appelle auditées. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, les chiffres comptables, en fait, elles sont pas vérifiées, mais entre guillemets, il y a des équipes d'auditeurs qui viennent puis qui vérifient que les processus comptables sont effectués. Normalement, dans les rapports annuels, vous avez une des premières pages qui est dédiée en fait au rapport des auditeurs qui dit nous, les états financiers... firme externe et indépendante, on est, on certifie effectivement que du meilleur de notre connaissance, Absolument. il nous paraissent, les états financiers reflètent la réalité, puis ça a été effectué avec une mission d'audit. Alors, dans l'audit, aujourd'hui, vous connaissez probablement les 4 grandes sociétés qui font de l'audit, en l'occurrence KPMG, Deloitte évidemment, EY, puis PricewaterhouseCoopers qui est numéro 4. Donc ça, c'est les 4 plus grandes sociétés d'audit. Puis elles ont un rôle crucial sur les marchés financiers parce que c'est un tampon, disons, de confiance, entre guillemets, quand vos états financiers ont été vérifiés par ce fameux Big Four. Je vous fais une tilt, c'est qu'à l'époque, en 2001, il y avait le Big Five, en fait. Il y avait un 5e cabinet qui s'appelait Arthur Andersen. Puis Arthur Andersen, en fait... tu vas pouvoir le dire, JP. Exactement. Traité avec plusieurs clients, mais traité entre autres avec Enron au niveau de de tout l'audit de leurs résultats financiers. Et ce qui a été observé là, dans tout ce scandale-là, le terme clé, c'est une forme de collusion là, entre cette compagnie d'audit-là qui est, encore une fois, j'ai dit le terme tout à l'heure, là, est supposée être indépendante, devrait être indépendante selon son mandat. Et une compagnie qui est techniquement son client, qui était Enron. Évidemment, la direction de Enron, en l'occurrence Kenneth Lay, était parfaitement au courant que... Vous êtes très près également des grandes têtes de Arthur Andersen. Puis c'était, ce qui était un peu diligenteux, en fait, en plus, au niveau d'Arthur Andersen, c'est que leur compensation était basée, en fait, sur la performance financière. Et ça disons que ça les incitait à recevoir plus de chèques, en fait, de la part en tout cas de la firme, si les profits étaient à la hausse. Donc en fait, déjà, ça créait un conflit d'intérêts dès le départ, en fait. Aujourd'hui, c'est sûr, ça paraît impensable, hein, mais à l'époque, c'était pourtant la vérité. Là. Exact. Et ce qui s'est produit, là, les grands points, si on peut dire, de ce fameux scandale-là, là, c'est principalement le fait que dans les écritures comptables, entre autres Enron, qui, comme Gab l'a dit tout à l'heure, le faisait un peu dans le domaine des produits financiers, de l'investissement, du trading, il y avait plusieurs écritures comptables pour des revenus futurs sur des instruments qui étaient en fait mis directement dans les états financiers de l'année courante. Un exemple classique, là, c'est si on prend n'importe quel instrument financier qui verse des paiements sur 5 ans, eh bien Enron, et par la mesure également de l'audit de Arthur Andersen, comptabilisait l'ensemble des paiements des 5 années comme étant des revenus pour l'année en cours. Et donc il y avait des résultats qui étaient gonflés, des revenus qui étaient gonflés au niveau de la performance financière de la compagnie qui était publique, encore une fois, ce qui incitait les investisseurs à s'intéresser à cette compagnie-là, à croire que cette compagnie-là avait des fondements vraiment solides et était vraiment une des compagnies les plus performantes en Amérique, sinon dans le monde en tant que tel.
et donc amenait le titre à la hausse. Tout le monde était bien heureux, si on peut dire. Pour simplifier, en gros, ils gonflaient les chiffres en fait de performance financière. Puis ça, c'est clair que c'était clairement immoral. Hein. Ce qui est assez drôle en plus, c'est que moi, souvent, si vous lisez un peu en tout cas sur le Wall Street Journal ou par exemple sur d'autres sites d'information financière, vous remarquerez aussi que Enron avait un code d'éthique en plus. Donc, c'est très ironique, alors que Kenneth Lay était vraiment au courant de toutes ces supercheries. Une autre supercherie qui était courante... C'est juxtaposé, effectivement, au niveau du statut d'Enron, la deuxième partie du fameux scandale, qui était non seulement les revenus qui étaient comptabilisés dans l'année X, mais la deuxième partie également clé était une partie un peu plus complexe là, pour les personnes qui ne sont pas nécessairement initiées à la finance, là, mais qui était une forme de transfert d'actifs financiers. On parlait, là, il faisait dans le domaine financier également, Enron, transférer des actifs qui étaient non performants dans des compagnies tierces qu'on appelle en anglais des Special Purpose Entities, qui menaient, si on peut dire, à entraîner une baisse de ce qui ne performait pas au sein d'Enron, en échange d'une compensation monétaire au sein, parce que ces compagnies-là tierces payaient également de l'argent à Enron, ce qui faisait encore une fois une inflation des résultats. Ouais, c'est sûr que c'est un peu plus complexe, effectivement, cette partie-là, là, pour ceux qui sont pas familiers avec les notions de comptabilité de base. Bon, ce que faisait Enron, en fait, c'est ça. C'est ce qu'on appelle des SPV. C'est tout à fait légal, en fait, de faire un SPV. Ça s'appelle ça s'appelle normalement un engagement hors bilan, en fait, en français. En gros, vous pouvez le visualiser comme ça, en fait, un SPV. Imaginons, comment dire, que vous avez fait des factures, en tout cas pour un client. Donc, vous êtes d'accord que ces factures-là, pour le moment, elles sont impayées. Vous avez deux choix. Soit vous pouvez effectivement attendre que vos clients payent, soit vous pouvez créer en fait une filiale ou une autre entreprise tierce qui, elle, va acheter en fait vos contrats. On appelle ça des comptes clients en fait en français. Puis vous recevoir l'argent tout de suite. C'est très courant d'ailleurs quand par exemple des agences de recouvrement par exemple, elles font ça en fait au jour le jour. Elles achètent des comptes clients qui n'ont pas été perçus. Puis, comment dire, elle redonne du cash à la compagnie qui, elle, a peut-être pas le temps ou pas l'envie, en fait, de passer son temps à appeler ou à harceler des clients. C'est un peu le concept derrière un SPV. C'est que vous mettez des actifs ou des passifs dans une société tierce. Puis, dans le scandale Enron, en fait, ce qui s'est passé, c'est que normalement, ces engagements hors bilan, ils doivent apparaître quelque part, en fait, dans les états financiers, pour que les analystes comprennent c'est quoi la réalité économique de l'entreprise. Et c'était pas le cas chez Enron, en fait. Ils cachaient en grande partie de la dette dans des sociétés écrans, évidemment dans des juridictions un peu fancy, souvent c'est dans les Bermudes, etc. Bon, je pense que vous les connaissez tous, là, si vous avez lu un peu sur les Panama Papers, c'est un peu dans ce genre de jeu. Le monde des paradis fiscaux. Ouais, c'est ça, dans le monde des paradis fiscaux. Puis c'est ça, donc c'est ça qui se passait. Puis normalement c'est SPV, donc c'est sociétés tierces, elles doivent être indépendantes évidemment de la juridiction de départ, en tout cas de Enron. C'était pas le cas en fait, il y avait les mêmes auditeurs, puis il y avait les mêmes, comment dire, il y avait c'était la même société. Exact. Littéralement, c'était un petit peu des sous-divisions. En général, des sous-divisions font partie des états financiers intégrés des compagnies, de la compagnie centrale. Donc, Enron, normalement, aurait dû inclure ces sociétés-là parce qu'elles n'étaient clairement pas indépendantes. Et c'est ce qui entraînait, comme on l'a dit, les deux niveaux là, de ce scandale-là énorme. Et c'était quand même, comme on l'a mentionné, relativement bien caché parce que pour l'époque, la divulgation des résultats financiers n'était pas, comme on l'a dit, encadrée autant qu'aujourd'hui. Et donc, plusieurs personnes d'un avis externe, en tant qu'investisseur, n'importe qui, ça peut être vous, ça peut être une compagnie d'investissement, disposaient des données, ça semblait égalé, c'était audité par quelqu'un, une firme bien connue qui était Arthur Andersen, prouvée comme étant indépendante, ouais. Et donc les investisseurs ne se doutaient pas et n'allaient pas remettre en question ce qu'ils observaient comme données financières dans le but de prendre leur décision d'investissement. Et c'est là où, comme j'ai dit au tout début, là, on a commencé à avoir des personnes qui sont questionnées, il y a eu des articles qui ont commencé à sortir, et au fur et à mesure que le tout est devenu un peu plus béton, là, à dire il se passe vraiment quelque chose de frauduleux ou de pas normal au sein de Enron, c'est là où, en dedans de quelques jours, si je me souviens bien, l'action est passée de plus de 90$ l'action à moins de 1$ d'action. Puis ce qui est clé là-dedans, et on le rappelle tout le temps, on l'oublie un peu, là,
la valeur boursière d'une compagnie, si ça tombe à zéro, ben c'est ce qu'on appelle une faillite. Là. La compagnie est fonction de sa capitalisation. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Enron et également pour Arthur Andersen. Les deux ont dû, aux États-Unis, demander le Chapter 11, donc le fait de se protéger de leurs créanciers, dans le but d'essayer de passer au travers de cette grande folie-là, là, avec les enquêtes qui embarquaient. On s'entend que le SEC est embarqué assez vite sur le dossier. Et ce qui s'est produit par la suite a été, et de nos jours, est-ce qu'on entend parler d'Enron, est-ce qu'on entend parler de Arthur Andersen avec les autres Big Four? C'est triste, ouais. Ça a mis un peu fin à ces deux compagnies-là. Encore une fois, ces pratiques-là n'étaient pas tout à fait légales, mais ce qui est important de se rappeler dans ce scandale-là, puis on pourra en parler dans un autre épisode également, là, c'est que ça a amené quelque chose que probablement plusieurs personnes qui s'intéressent à la finance connaissent, qui est un acte clé dans le domaine de la conformité, qui est le fameux Sarbanes-Oxley Act. Et on l'oublie, là, c'est parti de quoi ce fameux acte-là, entre autres, et même principalement du scandale Enron, qui a amené les bases comptables de nos jours, là, des fameux IFRS, le fait que les investisseurs vont être protégés en sachant que, les auditeurs vont être indépendants réellement, sans avoir de parti pris, sans avoir d'avantage à avoir un peu une opinion favorable pour une compagnie, mais également, tout va être présenté sur des bases uniformes. Peu importe quelle compagnie, peu importe quelle industrie, et peu importe quel pays qui applique les IFRS, bien entendu. C'est pas tous les pays qui les appliquent, bien évidemment. Les États-Unis d'Amérique sont les premiers, effectivement, qui n'utilisent pas les standards internationaux, mais ils ont quand même des normes comptables qui ressemblent beaucoup, en fait, aux normes comptables internationales. Ils utilisent ce qu'on appelle le GAAP, les principes comptables généralement acceptés, mais c'est un peu la même chose. De façon générale, en fait, le scandale Enron, c'est vrai que ça a amené, comment dire, énormément de changements au niveau de la gouvernance, puis l'intégrité quand même d'une certaine éthique, en fait, sur savoir que l'information qu'on présente, c'est quand même important. Puis le président, en l'occurrence, lui, il est responsable de la fiabilité des normes comptables au sein d'une entreprise. Donc ça, c'est le scandale Enron, ça a amené beaucoup de changements. Une autre anecdote que je trouve assez intéressante de façon générale, là, Kenneth Lay, là, quand on se souvient, c'était celui qui était derrière, qui avait manigancé tout ça. Aux États-Unis, vous le savez, là, il y a une culture de la justice. Par exemple, les commissions parlementaires c'est quelque chose qui est très courant aux États-Unis. Dès qu'il y a quelqu'un qui est suspecté de quelque chose de très grave, il est en commission parlementaire. Donc, si vous voulez vous regarder ça sur YouTube, en fait, si on a un reconfinement, peut-être vous pourrez vous remettre à ça. Vous avez toutes les auditions de Kenneth Lay devant les commissions parlementaires. Puis on voit vraiment l'hypocrisie, puis le côté vicieux des dirigeants de Enron à l'époque. Puis vraiment, ils s'en foutaient clairement là de l'intégrité. C'est très drôle parce qu'il y a le fameux, si vous regardez sur Internet, il y a le fameux code d'éthique de Enron qui existait. Mais bon, entre nous, c'était une vraie blague, là. C'est ça. Donc, c'est vrai qu'Enron, comment dire, a vraiment changé la vision, en fait, derrière les marchés financiers, derrière l'intégrité de ce qu'on publie aussi comme rapport annuel. Ça a vraiment transformé aussi les normes comptables. Sarbanes-Oxley, c'est vraiment un texte de loi hyper important, puis qui a amené beaucoup plus de transparence aussi, puis de savoir comparer aussi les entreprises. Le gros problème qu'on avait avec Enron, c'est qu'effectivement, on ne savait pas ce qu'ils faisaient. Puis même le fameux Kenneth Lay, il n'était pas au courant aussi de ce qui se passait. Exact, à moins d'avis contraire, mais bon, ça reste à valider. Un CEO peut quand même dispose généralement d'un bon portrait global de la compagnie, mais ce qu'on retient d'Enron, c'est une situation qui est, bon, un classique dans le domaine des scandales américains là, au niveau de la finance, mais malgré tous les malheurs qui en ont découlé, là, on n'embarquera pas trop dans les détails là-dessus, là, mais les milliers d'employés avaient un fonds de pension qui, si je ne me trompe pas, était presque investi. La majorité des actifs étaient investis dans le titre de la compagnie. Et donc, comme on l'a mentionné, du jour au lendemain, c'est passé de 90$ l'action à moins $1 l'action. Ouais. La valeur des actifs de retraite du fonds de pension pour l'ensemble des employés qui n'étaient pas impliqués là-dedans, là, eux, c'était très loin au-dessus d'eux que ça se passait, ont perdu également beaucoup d'actifs. Ils ont perdu leur emploi aussi. Exactement. Puis, du jour au lendemain. Puis, ce qui est un peu terrible, en fait, avec ce scandale Enron, c'est que même, ça c'est une anecdote aussi, Kenneth Lay, quelques jours avant l'effondrement, en fait, puis la divulgation du fameux article, je crois qu'il était dans le Wall Street Journal, quand le fameux scandale a été dévoilé, Kenneth Lay avait recommandé à tous les employés de vraiment booster la valeur de l'action
en fait, en forçant des achats, ce qui est d'ailleurs au passant complètement illégal. On appelle ça du pump and dump. Puis quelques jours plus tard, l'action est dépassée, est chutée complètement. Le truc, c'est que Kenneth Lay, il est payé à la performance aussi de l'action. Donc on voit vraiment le côté malheureusement machiavélique en fait des dirigeants d'Enron. Là. Puis malheureusement, c'est triste à dire, mais ça fait peur. Ça fait peur de voir qu'on peut aller aussi loin dans la, c'était déjà dans la malhonnêteté, quoi. C'était 20 ans auparavant, et comme on l'a dit maintenant, on se base sur des fondements là, qui sont beaucoup plus stables grâce à Sarbanes-Oxley. Exact. Donc c'est ce qui va mettre un terme à notre premier segment, là, au son de la cloche, là, comme on l'a dit cette semaine, un peu axé sur un cas ou un sujet qu'on aime bien, là, qui n'est pas du tout lié à l'actualité bien évidemment, mais qui est très pertinent et puis qu'on aime beaucoup parler. Donc entamons maintenant notre deuxième segment dans vos poches. Parfait, donc cette semaine, on continue un petit peu là, à parler des questions de base, si on peut dire, sur la finance et plus particulièrement sur la partie investissement là, des actifs personnels avec la diversification, donc un sujet que Gab nous a soulevé pour cette semaine. On va pas nécessairement embarquer dans des détails trop poussés, mais on va essayer de vous faire comprendre un peu là, ce qui en découle. Vous avez vos relevés qui arrivent aux 3 mois, vous avez votre relevé annuel également. Puis vous avez probablement une espèce de graphique qui montre la répartition des actifs dans votre portefeuille. Pour vous, vous n'avez pas vraiment d'implication, vous investissez là-dedans. Ça se fait par lui-même. Mais vous voyez probablement différents éléments, que ce soit parler de pays, que ce soit parler d'industrie, que ce soit parler d'instruments financiers. Il y a quelque chose qui se fait sans que vous le sachiez, qui est là pour votre bien. Puis on va essayer de tomber un petit peu en détail. Je vais laisser Gab introduire la diversification, parler peut-être un petit peu de pourquoi c'est bien la diversification et c'est quoi les pour et les contre de la diversification. On essaiera par la suite de donner quelques exemples, parler de cas classiques qu'on a également là-dessus. Ouais, tu l'as écorché le titre du sujet. C'est effectivement, on va parler cette semaine en fait de la diversification. En fait, c'est assez large hein, en tout cas comme sujet de la semaine. Là. Diversifier, en fait, vous pourriez le définir en fait. Même votre grand-mère. Elle pourra vous le dire en fait que diversifier, c'est en fait la base, c'est de pas tout mettre les œufs dans le même panier. Parce que là, c'est assez simple en fait. Mais la diversification, elle peut se faire effectivement à plusieurs échelles en fait. C'est pour ça que c'est assez large, mais c'est ça aussi qui fait la beauté en fait en finance. Il y a de nombreuses études en fait qui démontrent qu'à partir de 30 titres différents qu'on compose un portefeuille, on commence à avoir un effet de diversification. C'est qu'on élimine une certaine portion du risque, qui est un risque qu'on appelle diversifiable. Donc cette portion-là est importante parce que c'est du risque que vous avez, ça réduit en fait la volatilité globale de votre portefeuille, puis donc par conséquent, ça vous procure des rendements qui sont peut-être plus lisses par rapport à avoir, je sais pas, 50% dans Tesla par exemple, ou 50% 100% dans Enron. Dans Enron, voilà. C'est clair, c'est ça la clé de la diversification, c'est que vous ne faites pas de confiance qu'à une seule personne, mais par exemple à 30, 40, etc. Vous remarquerez d'ailleurs les indices de référence. On avait parlé il y a quelques semaines avec Thomas du Dow Jones qui contient 29 ou 30 entreprises. C'est pour ça en fait qu'il y a 30 titres en fait qui composent le Dow Jones. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des indices beaucoup plus larges, par exemple le S&P 500 qui a 500 titres comme son nom l'indique, le CAC 40 qui a 40 titres, il y a même un indice qui s'appelle le Russell 2000 ou le Russell 5000 qui lui a 2000 ou 5000 entreprises aux États-Unis, donc qui sont des indices beaucoup plus larges. Donc c'est ça la force en fait de la diversification. Puis si tu permets, JP, je pense que tu vas pouvoir commencer. Déjà, je pense que une des clés de la diversification, c'est effectivement de mettre dans plusieurs types d'actifs financiers. On en a parlé sommairement la semaine dernière quand on a parlé d'objectifs de placement, de ne pas mettre tout en action, mais parfois mettre en obligation. Je pense que c'est une clé exact. Qui est importante. Vous voyez souvent, selon moi, là, je le vois moi-même dans mes relevés, là, on parle un peu d'une partie sur des actions et d'une partie sur du revenu fixe. En tant que tel, pour des personnes qui s'y intéressent peu, on va souvent connaître les actions, là, on en entend parler, c'est quand même assez facile. C'est les marchés boursiers, c'est des titres de propriété de différentes compagnies. Là, on parle Gab l'a mentionné, l'action de Tesla, par exemple, c'est des titres assez simples et directs. C'est ça, vous possédez une fraction d'une entreprise. Visualisez-le comme ça, c'est ça une action. Exact. Et quand on parle de l'autre section, les revenus fixes, comme je disais, on en reparlera peut-être dans un autre podcast également, parce que c'est un sujet qui est très large. Oui, qui est malheureusement mal maîtrisé aussi. Exactement. Le domaine revenu fixe obligataire, là, et Gab en parle souvent, est beaucoup plus gros en termes de marché que le marché des actions.
Et c'est ce qui rend les choses très intéressantes pour vous, c'est d'essayer de voir la différence entre qu'est-ce que le domaine des actions, donc possession d'une compagnie, et qu'est-ce qui est de l'autre côté, le domaine obligataire, le domaine un peu plus part dans du crédit au sein des compagnies. Et cette diversification-là, pour vous, si on peut dire, là, en disant ça sous toute réserve, bien évidemment, on voit souvent le côté action comme étant quelque chose qui est plus axé sur la croissance, et le parti revenu fixe, obligation, là, comme étant quelque chose axé plus sur le revenu. Donc c'est un peu ce poids-là, quand on parle de croissance, prise de risque un peu plus élevée, quand on parle de revenu, prise de risque un peu plus légère. Donc votre répartition dans ces deux grandes classes d'instruments financiers-là pour la diversification, bien, plus vous êtes dans les actions, plus votre profil, qu'on parlait la semaine passée, va être un petit peu plus axé sur la performance sur le long terme, prise de risque un peu plus élevée. Et à l'inverse, si vous êtes plus au niveau des obligations, des actions, vous avez une performance qui est peut-être plus courte, une visibilité plus court terme, mais également un horizon de placement plus à court terme. Mais les obligations aussi, vous pouvez avoir un horizon de placement à long terme avec des obligations. C'est ça justement qui est parfois mal maîtrisé du côté obligataire. Puis il ne faut pas oublier que les obligations, c'est souvent un excellent moyen déjà de commencer en fait à investir. Ça vous permet d'avoir un revenu régulier, c'est plus sécuritaire qu'une action, parce qu'on se souvient, si une entreprise elle fait défaut, elle paiera d'abord ses créanciers, puis après ses actionnaires. Donc il y a ce qu'on appelle une seniorité en fait. On appelle ça une seniorité en fait en comptabilité, là. Mais c'est très intéressant de savoir en fait que les obligations sont souvent beaucoup plus sécuritaires. Puis il y a plein de types d'obligations. Souvent on voit les obligations comme les fameux bons du trésor, donc tout ce qui est gouvernemental. Mais il peut y avoir des obligations de très longue durée, 20, 30 ans, je sais. Par exemple aux États-Unis, les Treasury Bonds, ils sont sur 20, 30 ans au maximum. Puis, vous avez aussi des obligations peut-être de gouvernements municipaux, provinciaux, donc par exemple, ou des États, par exemple aux États-Unis, ou des provinces au Canada. Vous avez même des villes, par exemple, qui émettent des obligations. Par exemple, malheureusement, la feu ville de Détroit en avait émise, beaucoup trop d'ailleurs. Mais c'est un exemple. Les obligations, c'est une excellente façon aussi de diversifier son portefeuille. Exact. Si on donne un exemple concret par rapport à l'année 2020, on regarde ce qui s'est passé au mois de mars. Pendant que d'un côté, le monde des actions était en chute libre là, avec des pertes massives d'une journée à l'autre, de l'autre côté, le domaine obligataire, et même Gab, je crois que tu en as touché au niveau personnel avec tes actifs, les obligations s'en sont quand même, bon, c'était pas du positif, mais c'était quand même beaucoup moins drastique que les actions. Ouais, et puis ça a même été en fait assez intéressant parce que vous le savez, les obligations, en fait, de façon générale, puis ça on en reparlera avec ce qu'on appelle la duration d'un portefeuille. Ça, vous voyez, on aborde plein de sujets qui sont importants à maîtriser pour vos finances personnelles. Les obligations, quand les taux d'intérêt chutent, leur valeur marchande augmente. Donc ça peut être intéressant, effectivement, des fois, d'avoir des obligations dans des périodes un peu plus sensibles pour justement réduire le risque de votre portefeuille. Je vous donne un exemple, personnellement. Moi, j'ai un portefeuille qui, personnellement, pour mes comptes de liquidité, de semi-liquidité, qui est à peu près à 60% en actions, puis 40% en obligations. Mon portefeuille, alors que les marchés, par exemple, si j'avais été 100% actions, je ferais quoi ? Maximum, je ferais moins 2, moins 3% sur l'année. C'est pas florissant. Mais avec ce genre de produit, moi, je suis capable d'aller chercher, en annualisé évidemment, à peu près 3-4% cette année. Donc, c'est quand même pas si mal. C'est mieux qu'un compte d'épargne qui va me rapporter à peine 1%. Donc, c'est quand même pas si mal. Puis, le risque est quand même, entre guillemets, maîtrisé. C'est sûr qu'il y a eu un peu de volatilité, mais comme tout le monde au mois de mars. Mais moi, ça me permet aussi d'avoir, un portefeuille qui est diversifié, justement, en termes de répartition d'actifs. Exact. C'est un point... Et qui est, encore une fois, on le rappelle toujours, qui est ajusté pour toi, Gabriel, avec tes projets actuels, bien évidemment. Là. Absolument. Puis c'est pour ça qu'on l'a dit, le profil d'investisseur, c'est vraiment une des bases. Mais toujours... Quel que soit votre profil d'investisseur, vous devez être diversifié. Puis on va pouvoir parler aussi des autres sources, effectivement, de diversification qui peuvent être intéressantes. Si on parle de la deuxième source de diversification, si on parle des industries, là, c'est assez clair. Là, c'est le concept de ne pas investir dans la même et unique industrie. Ouais. Le meilleur exemple qu'on peut donner, encore une fois, si on se réfère à ce qui s'est passé en 2020, on compare, par exemple, d'un côté, les compagnies, par exemple, au niveau des... quelle compagnie a eu vraiment beaucoup de difficultés dans la période actuelle. Les techs ont quand même bien performé, mais il y a eu quand même une baisse. Puis on compare à ça le domaine, par exemple, des pharmaceutiques en opposé. Vous voyez les deux industries. Les pharmaceutiques, elles est super bien. Même, on parlait de Johnson & Johnson l'autre fois, une compagnie qui ne
fait du pharmaceutique, fait également des produits hygiéniques, etc., ont eu une performance assez massive pendant cette crise-là. Les milliards injectés par le gouvernement américain, ça aide pas mal. Exactement, alors qu'à l'opposé, comme on l'a dit, l'industrie des techs s'en s'est pas si mal sortie, mais il y avait du négatif, même si c'était des géants de ce monde. T'sais, Amazon n'ont quand même pas si mal performé, Apple, etc., mais quand ça a été le temps que ça baisse, ça a baissé drastiquement. Donc l'illustration au niveau des industries est assez évidente, et la dernière clé ou la dernière possibilité de diversification, c'est au niveau des pays. Et encore une fois, l'exemple de 2020 est également assez frappant. Là, on voyait un peu, si on peut dire, là, la pandémie qui s'en venait de plus en plus vers l'Amérique du Nord. Est-ce que les marchés, lorsqu'ils ont commencé à baisser en Europe, alors que les cas étaient en grande croissance, alors qu'en Amérique, on est encore un peu au tout début de cette pandémie-là, ben, les marchés européens étaient en grande chute, alors qu'au niveau des États-Unis, les marchés étaient beaucoup plus stables. Au final, est-ce que cette diversification-là va avoir contribué? Il y avait un effet de retardement. Là. On y est passé également en Amérique du Nord, on va s'entendre, mais on voyait que l'effet sur les marchés n'était pas identique au jour J. L'Europe, les marchés asiatiques ont été frappés en premier, suivis au fil de la vague de la pandémie vers les marchés européens, et la vague s'est transportée vers l'Amérique du Nord, et les marchés d'Amérique du Nord également ont baissé. Donc, on voit que la logique des pays est assez flagrante. Puis un autre exemple que Gab, tu pourras peut-être embarquer un peu plus également, c'est la différence entre les pays, par exemple, de l'Amérique du Nord, les pays développés par rapport aux pays en développement ou les marchés émergents. L'ASEAN a une performance qui se porte très bien. En Inde également, des très bonnes performances au niveau des compagnies et des marchés qui semblaient presque sans limite, si on peut dire. Alors qu'au niveau de l'Amérique du Nord, on avait des revenus ou des croissances un petit peu plus stagnantes au niveau des marchés. Ouais, c'est sûr que de façon générale, la réalité des affaires, puis vous-même, si jamais vous êtes dirigeant d'une entreprise, la réalité des affaires, par exemple en Chine ou par exemple en Europe, c'est pas du tout la même. Là, c'est du tout au contraire. Alors moi je pense que c'est important effectivement de diversifier de façon géographique, puis de façon sectorielle, puis même j'irais même plus loin. Au sein des secteurs puis des pays, vous ne devez pas mettre tout dans une seule entreprise. Je vous donne un exemple. Si vous êtes intéressé par la technologie aux États-Unis, évitez d'acheter uniquement, par exemple, Tesla, par exemple. C'est un exemple. Oui, non, effectivement. Acheter plusieurs titres technologiques. Par exemple, on a parlé, par exemple, de Square la semaine dernière. Ben, vous voyez, l'erreur que j'ai faite, c'est ça, c'est vraiment de tout mettre dans un seul titre aussi. Ça peut faire partie de l'erreur. Donc, en diversifiant, vous augmentez effectivement vos chances de vous tromper, en fait. C'est plus ça la clé derrière la diversification. Puis de façon générale, c'est vraiment de lisser vos rendements, d'éviter que vous soyez très volatile sur un seul titre. Donc c'est ça, il faut vraiment... Puis moi, il y a plein d'outils qui permettent de diversifier. On a parlé des fonds communs de placement, des ETF, donc les fameux fonds négociés en bourse. Il y a même des FNB, donc des fonds négociés en bourse, qui sont par exemple sectoriels ou par pays. Si par exemple vous voulez vous exposer, je sais pas, par exemple à l'Australie, vous voulez avoir un portefeuille demi-Europe et à moitié demi-États-Unis global, vous pouvez vous acheter des FNB différents. Soit vous pouvez confier votre mandat à en tout cas un fonds mutuel, puis vous aurez très clairement indiqué sur vos relevés de placement avec des jolies couleurs, souvent c'est très joli, avec par exemple les pays, etc., les allocations, les différents titres aussi, les 10 titres principaux. Je sais qu'au Québec, par exemple, la législation demande les 10 titres principaux sur les brochures, donc ça c'est important aussi c'est ça, de pas tout mettre, encore une fois, les œufs dans le même panier. Vous devez avoir un portefeuille diversifié si vous voulez être capable effectivement de générer une performance et un risque qui est entre guillemets limité en commentaire. Exact. Et ça s'applique des deux côtés, comme on l'a dit, que vous soyez un investisseur qui aimait investir dans une solution toute préparée, ou bien si vous êtes un investisseur qui préférait faire ça par vous-même, ben dans tous les cas, si c'est tout préparé d'avance, ça va être diversifié pour vous et ça va être ajusté pour vous. Si ce n'est pas une solution tout préparée que vous la faites à la pièce par vous-même, ben c'est une diversification que vous allez devoir créer, mais également que vous allez devoir réajuster. On tombera en détail de ce fameux concept-là là, de rebalancement une autre fois. Ouais, c'est parce que ça pourrait prendre du temps, mais c'est ça. Et puis n'oubliez pas, la diversification, elle s'applique côté action, puis côté obligation. Vous devez avoir un portefeuille obligataire qui soit diversifié, afin qu'évidemment vous ne soyez pas, encore une fois, tous les œufs dans le même panier, mais côté obligation. Donc ça s'applique en fait pour tout en fait. La clé qu'il faut comprendre, c'est de tout concentrer l'ensemble de ces actifs dans un seul produit, mais de jouer sur plusieurs cartes, puis avoir plusieurs visions derrière votre stratégie de placement. Évidemment, là je vous conseille évidemment de prendre contact si jamais votre portefeuille n'est pas diversifié.
avec la personne qui s'occupe de votre dossier, donc conseiller financier, etc., afin qu'on vous propose peut-être un portefeuille un peu plus diversifié. Ou bien, à l'inverse, que votre portefeuille est diversifié, mais que vous avez des questions et vous voulez en comprendre davantage. N'hésitez pas là, effectivement à contacter. Moi, je le rappelle tout le temps, mais à lire là-dessus. Là, je suis quelqu'un qui lit beaucoup sur la finance dans le but de me créer mes propres opinions, de prendre mes propres décisions. Et c'est un peu notre but aujourd'hui avec la diversification, là, c'est de vous montrer ce magnifique monde qui, pour certains, est quelque chose que vous ne réalisez même pas qui se fait au niveau de vos actifs. Et encore une fois, là, d'en aborder un petit peu parce que c'est un concept qu'on aime beaucoup, là, Gab et moi, là, en discuter parce que c'est quelque chose qui a des effets très matériels, comme on l'a montré. Les 3 éléments qu'on a parlé, les 3 sous-éléments de la diversification, c'est quelque chose qui est applicable en 2020 de manière claire, nette et précise. Ouais, exact. Ça pourrait être utilisé effectivement, puis même dans n'importe quel contexte aussi. Quand les marchés sont à la hausse, l'erreur, c'est de penser aussi « Ah ben j'ai trop diversifié ». C'est une erreur parce que justement, parce que le risque, on l'oublie pas, ça va à la hausse, mais comme à la baisse aussi. Donc, c'est ça la but derrière la diversification, c'est de parfois concéder certaines défaites alors que tout le monde gagne. Dans la mesure où on n'est jamais certain de ce qui se passe dans le futur. Absolument, c'est ça. Donc c'est un peu ce qui complète notre deuxième segment aujourd'hui là, pour Dans vos poches. Je vais laisser Gab faire le petit mot classique là, avant qu'on mette fin au podcast. Ouais, parfait. N'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like et commenter si vous avez des questions. Ce sera un plaisir de pouvoir y répondre. On essaye d'être assez réactif si jamais il y a des questions. N'oubliez pas aussi, nous on est disponible maintenant sur toutes les plateformes de podcast. J'en ai encore ajouté il y a quelques semaines, donc Spotify, Apple Podcast, Overcast, Google Podcast. Si je me souviens bien aussi, on est disponible. Même si vous tapez maintenant dans Google l'état financier, vous pouvez télécharger nos épisodes, donc c'est super pratique. Puis n'hésitez pas donc du coup à nous contacter, puis à partager aussi notre contenu, c'est important si vous avez apprécié avec vos familles, collègues, amis qui s'intéressent à la finance ou qui souhaitent en connaître plus sur les finances personnelles. Se joindre à notre discussion, là, comme on l'a dit, le but du podcast, d'en discuter. On fait ça dans la vie de tous les jours. On veut maintenant le faire avec vous. Je te remercie beaucoup, Gabriel. On se dit déjà la semaine prochaine. Merci, JP. Puis je vous souhaite une belle semaine à tous. Belle semaine. Au revoir. Salut.